Yo la team OPC Bleu et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 937. Un chapitre qui est bon. C'est un bon chapitre car il raconte à la fois plein de choses et en suggère indirectement plein d'autres. Et c'est ça One Piece. Là on est quasiment tous d'accord à voir les réseaux sociaux pour dire que ce chapitre est un bon chapitre, meilleur que les précédents. Et si on considère que celui-ci est l'un des meilleurs de ce premier trimestre 2019, ça implique automatiquement que d'autres étaient moins bien. Donc les critiques que j'ai fait sur les chapitres de février que je considérais comme étant moins bien que ceux de janvier paraissent d'un coup comme étant juste des critiques impartiales sur des chapitres, car là on voit de quoi Oda est capable. Donc m'insulter parce que j'ai donné mon avis, ou me dire d'écrire un manga pour émettre une critique, un avis, alors que tu n'as pas besoin d'être réalisateur de film pour en critiquer un, ni être un dessinateur pro pour critiquer un dessin de manga, c'est se mettre des freins, des limites tout seul. Pour émettre une critique, il faut juste avoir un esprit critique. Et ça, tout le monde l'a. Il faut juste accepter que d'autres personnes peuvent penser différemment. Et il faudrait aussi arrêter de penser que tout ce que fait Oda est bien. On a eu en page de couverture du Jump les couleurs officielles d'Orochi et du sabre de Luffy. Orochi a les cheveux violets, et le sabre de Luffy aussi a cette couleur. Personnellement, je ne suis pas fan de ces couleurs. Pour Whole Cake, ça me dérangeait pas. Mais pour un pays comme Wano qui surfe sur le thème de la tradition et de la misère, je comprends pas pourquoi il a fait ses choix. Rappelons au passage que Komurasaki a les cheveux bleus et Otoko les cheveux roses. On commence le chapitre avec le groupe de Big Mom qui va à Udon. Big Mom n'a vraiment que la soupe en tête, et Chopper craint que s'il n'en trouve pas, Big Mom pète les plombs. Mais à Udon, Queen en a apporté avec lui. Il est complètement accro à ça, il dit qu'il en a amené plein mais qu'il n'en donnera à personne. Bon, Big Mom n'en aura pas grand chose à faire de son avis, de son consentement, de son autorisation, ça sent la bagarre. À Udon, Luffy tente de maîtriser une technique qui ressemble au Hashigara Dokoi, la technique de Sentomaru et de Rayleigh. Rappelez-vous de ce que j'ai dit dans la review du chapitre 916, qui sera sûrement en description. Luffy dans cet arc pourrait compléter cette technique avec un Hashigara Dokoi, comme la technique que faisait Sentomaru avec ses coups de paume. Sauf qu'avec la taille des mains de Luffy quand il fait cette technique, la puissance et la capacité de destruction de ce coup seraient 1000 fois plus élevées. Eh bien je tiens à rajouter quelques éléments à cette théorie. Luffy en combinant cette technique avec une attaque de type Gear Third, comme le Grizzly Magnum ou l'Elephant Gatling, ou une technique comme le King Kong Gun, pourrait obtenir une puissance pouvant terrasser les Yonko. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que Rim de mon serveur m'avait fait remarquer quelque chose dans l'arc Dressrosa. Le roi Elisabello II utilise du haki lorsqu'il projette son King Punch, étant donné que dans les chapitres 707 et 709, on voit les éclairs que produit le haki. Et cette technique s'apparente vraiment à ce que faisaient Rayleigh et Sentomaru, si on prend en considération le fait que ce soit du haki. À la différence qu'eux peuvent spam cette technique avec des dégâts moins importants, alors qu'Elisabello peut le faire qu'une fois dans un combat. Il le fait une fois car c'est un coup final qui prend du temps à charger. Mais que nous apprend l'auteur concernant cette technique? Un narrateur s'exprime dans le chapitre, et dit une chose très intéressante. Il dit, on dit que ce coup de poing est capable de mettre KO un pirate du niveau d'un Yonko s'il l'atteignait. Imaginez Luffy faire exactement la même technique après avoir chargé son coup pendant un certain temps, mais Luffy en train de faire cette technique avec des points en Gear Third, avec un Elephant Gun, ou un Tsupari, ou un King Kong Gun. Les dégâts seraient 1000 fois plus importants que pour le point d'Elisabello. On a sûrement là la technique qui pourrait vraiment atteindre Kaido. Et en plus elle a une bonne contrepartie. Il faudrait qu'il la charge pendant un certain temps, ce qui implique obligatoirement que plusieurs personnages vont devoir le protéger pendant 1 heure pour qu'il puisse faire ces techniques. Donc c'est un moyen de faire participer tout le monde au combat. Et l'idée me plaît vraiment. Bref, par la suite on va à Ringo, Zoro affronte le samouraï Gyukimaru et lui explique qu'il a gagné face à Ryuma. Mais Gyukimaru nie à bloc. Il montre son admiration pour Ryuma et conte sa légende à Zoro. La légende de Ryuma qui remonte à une période où le pays des Wa, le pays de l'harmonie, s'appelait le pays de l'or, en raison des richesses qu'il possédait. Des richesses que nombre de pirates et de nobles convoitaient, quitte à risquer leur vie pour coloniser cette île. Mais Ryuma les en a empêchés. Et là en nous racontant cette histoire, j'ai tilté sur une chose. Les théoriciens se mettent des freins dans leur analyse. Mais en quoi se mettent-ils des freins? Eh bien en se focalisant sur les Redo, qui représenteraient Wano qui a les frontières fermées. Les bornes sont entre 1600 et 1868, mais l'histoire du Japon remonte à avant cette période, donc rien ne nous dit qu'Oda va parler que de cette période. En effet, il peut croiser différentes périodes de l'histoire, comme le fait de manière grandiose Isayama dans SNK. Preuve en est, Oda à travers les frontières fermées fait allusion à l'Eredo, mais à travers Gyukimaru qui fait référence à Benkei, un guerrier du 12e, il croise 2 périodes de l'histoire. Mais pourquoi je dis ça? Eh bien parce que pour moi Oda là est en train de contextualiser la chute d'Oden, en te plaçant les différents acteurs, Yogoro, Denjiro, Kawamatsu, Kamazo, qui est peut-être l'un des deux, et ça pour te révéler à la fin de cet acte ou au maximum dans l'acte 3, comment Oden est tombé. Donc je me suis intéressé à ce qui se passait avant la période Edo, pour voir comment certains régimes sont tombés, et j'ai réfléchi sur comment Orochi aurait pu changer l'opinion du peuple de Wano Kuni concernant Oden, et je suis arrivé à 2 conclusions concernant la chute d'Oden. Pour la première,
On voit que dans ce chapitre, Orochi n'hésite pas à user de coups déloyaux et de vices à travers Kamazo. Celui-ci a pu se servir de ce genre de procédé pour faire tomber Oden. Il y a la possibilité qu'Orochi ait fait assassiner le père d'Oden par Kamazo pour faire accuser Oden par la suite et retourner l'opinion contre lui, car cet acte serait perçu par ce peuple conservateur comme étant un acte par lequel il romprait avec la tradition. Il aurait tué son père parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, car s'il a tenté d'ouvrir les frontières de Wano, c'est qu'il n'a pas pu, pourtant son père était shogun. Ce schéma m'a d'ailleurs fait penser à comment l'opinion s'est retournée contre les Taizai dans NNT, quand ils ont été accusés d'avoir éliminé Zaratras, alors que c'était un coup monté. La deuxième possibilité est qu'Oda pourrait s'inspirer de la fin de la période Heian, considérée comme étant un âge d'or au Japon, et le pays de l'or dont parlait le moine au début serait donc une allégorie représentant cet âge d'or. Oda s'inspirerait de la fin de ce régime, renversé à cause d'une guerre entre deux clans, la guerre de Genpei. Une guerre auquel Genpei, le chasseur de sabre, qui est représenté par Yukimaru dans cet arc, a participé. Le clan Taira, qui était en bonne position, avec un de ses membres en premier ministre de l'empereur, fut déchu. Et ça, à cause de choix politiques. Ils furent anéantis par le clan Minamoto, qui a pris le pouvoir et qui a créé une nouvelle période. La période Kamakura, une période qui a vu un des membres du clan qui a déchu les Taira au pouvoir. C'était le shogun Minamoto no Yoritomo. Bref, ce moine dit que la lame de Ryoma est devenue noire suite à de nombreux combats, et ça intéresse Zoro car il veut sûrement faire de ces deux autres lames des sabres noirs, pour faire des lames plus résistantes sûrement. Mais c'est pas une révélation de fou, c'est vraiment un choix assez logique d'Oda et cohérent, et c'est très cool. Une femme qui, dans l'absolu pourrait être Komurasaki, était en train de fuir. Mais par contre, rien ne peut nous permettre d'affirmer avec certitude que c'est Komurasaki. Je vous conseille au passage de lire les chapitres sur Little Garden, dessus on voit qu'il n'y a aucune information ou affirmation qui indiquerait que ce serait Komurasaki. Bref, elle protège Otoko d'un assassin, Kamazo. Ce personnage est gagé par le shogun lui-même. Il est utile au shogun pour deux choses. Instaurer un climat de terreur auprès des habitants de Wano Kuni, car il faut rappeler que leur relation est cachée aux yeux de tous, et il lui sert sûrement aussi à supprimer ses opposants, de manière non officielle. Kamazo est ce qu'on peut appeler un ninja. Celui-ci a une faux, une kama. Cet instrument est un instrument agricole de base, donc ça peut laisser entendre que celui-ci vient d'une classe peu aisée de Wano. Celui-ci a une allure de zombie, il est couvert de bandages, donc il ne faut pas totalement exclure l'hypothèse qu'il ait un lien avec l'attaque de Moria d'il y a 23 ans. Il pourrait être l'un des membres de son équipage qu'il croit mort. Il ne faut pas non plus exclure l'hypothèse qu'il a un lien avec le clan d'Oden, un lien dont j'ai parlé dans la review de la semaine dernière. Zoro réussit à prendre la faux, en se laissant planter, puis attaque Kamazo avec un Santoryu Rengoku Onigiri. La fille tilte sur ses techniques, sur le fait qu'il utilise 3 sabres, elle connaît donc sûrement un sabreur de cette école, et elle pourrait le présenter à Zoro, ou quelqu'un lui a déjà sûrement vanté cette école, ce qui la poussera à l'aider. Pour l'instant tout est possible. Zoro blesse Kamazo, et sur ses sabres, on voit des résidus qui s'apparentent soit du sang, soit à des flammes plutôt sombres. Peut-être que Zoro maîtrise déjà les flammes qu'il cherchait à maîtriser, mais des flammes noires, pas comme celles de Kinemon, des flammes noires comme la Materazu de Sasuke. Il deviendra pourquoi pas, grâce à ces techniques, le nouveau seigneur des ténèbres, en ultime clin d'œil à Rayleigh, si c'est bien la capacité de celui-ci. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Le serveur Discord World of Manga qui propose un monde Minecraft manga m'a demandé de les partager, donc je vous mets le lien de leur serveur en description, avec celui de Little Garden et mon serveur au Pay, donc n'hésitez pas à rejoindre. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette théorie soit faite, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez des idées que j'ai abordées, du chapitre, mettez un like si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.